Bonsoir à tous, vous suivez la Fondation Maloa Télévision. Bienvenue dans Face à la rédaction. Comme toujours, votre émission qui vous retrace bien sûr l'actualité de la semaine avec un invité comme la coutume. Aujourd'hui, nous avons réussi ou encore nous avons l'honneur bien sûr de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, Maître Anissé Mifia qui est avec nous sur ces plateaux pour décrypter bien sûr la question et entrer aux élections, le processus électoral, mais notamment le préparatif concernant les élections, et puis on va parler sur la sécurité qui concerne bien sûr la partie est de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas parler aussi de sa structure politique ou encore de sa formation politique. Maître Anissé Mifia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Sur ce plateau, Alain Goma et Ruth Dinonzei vont poser des questions face à l'invité. Je vous dis encore une fois bonsoir. Bonsoir, Elvis. On va aller et on commence avec plutôt cet élément qui ouvre notre émission dès ce soir. On se retrouve tout juste après. Ruth Dinonzei, vous avez prévu bien sûr quelques questions et entrer aux élections à Maître Anissé Mifia. Tout à fait, Elvis Meti. Maître Anissé Mifia, bonsoir. Bonsoir, madame. Les élections en République démocratique du Congo, c'est vraiment la une de l'actualité. Vous le savez, la CENI a publié la liste définitive des candidats députés nationaux. D'un cran, il y a un vent qui monte dans tous les états-majors des partis politiques. Nous observons une pré-campagne électorale. Ça se passe également chez vous au Palou? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, c'est d'abord illégal. Illégal aujourd'hui de parler de la campagne électorale, c'est violer la loi sur les élections. Tout à fait. Alors le Palou, c'est un parti qui est respectueux de principes, respectueux de règles de jeu. Au Palou, on ne peut pas aujourd'hui précipitamment parler de la campagne électorale. Il y a également le CESA qui a interdit cette campagne électorale anticipée. Quel est votre commentaire? Ils ont raison d'interdire, mais on ne devait pas, dans des formations politiques organisées, on ne devait pas déjà anticiper ce qui est prévu pour une date quelconque. Donc pour nous, le fait d'anticiper, le fait de commencer à parler de la campagne électorale, c'est vraiment violer les textes qui nous régissent nous tous, parce que c'est un jeu qui a des textes, même le football, regardez le football, il y a 11 joueurs. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout le monde s'arrête pour observer ce que l'arbitre dit. Donc, les règles, on doit les respecter. Si on ne le respecte pas, c'est le pays qui tombe dans une situation du chaos. Tout ça là. Donc, pour nous au Palou, nous estimons que le moment de la campagne n'est pas encore venu et les organes qui sont chargés de vérifier ou de contrôler ces processus, ils ont le droit ou le devoir de prendre des mesures pour éviter qu'on puisse anticiper malencontreusement ce qui est prévu pour une période donnée. Voilà. Très bien, vous êtes respectueux des lois. Mais Maître Anissé Mifia, le Palou a aligné combien de candidats? Vous avez plusieurs candidats à la députation nationale? Bien sûr que oui, nous avons plusieurs candidats. Vous savez, le Palou, c'est un grand parti. C'est vrai que nous sommes allés dans le regroupement, mais c'est un grand parti qui a aligné beaucoup de candidats. Vous faites partie de quel regroupement? ANB, Alliance pour les nationalistes et les bâtisseurs du Congo. Ouais. Ça marche bien? Oui, jusque-là, ça va. Le processus est en cours. Nous ne savons pas déjà évaluer à ce niveau-là. Il fallait arriver au moment de la campagne, participer aux élections pour voir si le résultat est favorable. Mais dans un premier temps, nous pouvons dire que ça va. Ouais. Puisqu'on parle des élections, comment évaluez-vous les travaux faits par la CENI? Il est mitigé, il est difficile parce que moi, je ne suis pas technicien du processus électoral, mais nous estimons que c'est mitigé parce qu'il y a des dates selon les calendriers qu'ils nous avaient communiqué. Il y a des dates qui n'étaient pas respectées, par exemple le déploiement de matériel ou de kits électoraux, on n'a pas vu, alors que la période était déjà largement dépassée. Peut-être qu'ils ont un autre mécanisme de le faire. Nous savons qu'il y a des difficultés d'ordre technique, mais jusque-là, on estime que ça va aller. Voilà.
Nous allons parler des élections au sein du Palou en interne. Depuis un certain temps, on ne voit plus le Palou briller comme c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire effectivement que le Palou a connu de problèmes, comme toute famille sur la terre. Vous savez, quand un icône comme Gizenga meurt et que les enfants restent entre eux, parfois il y a des disputes, il y a des séparations. C'est ce qu'a connu le parti Lumumba signifié. Mais au fur et à mesure qu'on a évolué, on a essayé de calmer ça et là. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les choses commencent à redevenir de façon normale, tout ça. Là. Donc, ça va quand même. Est-ce qu'on peut dire, Maître Anissimi Mifia, laissez-moi prendre la parole après. Madame Rite est sûre qu'elle va encore revenir à cette question. Le Palou a connu des problèmes, bien sûr, après la disparition de son initiateur. Mais ce n'est pas le cas avec l'UDPS. Pourquoi seulement il faut attendre qu'après? Peut-être que vous n'avez pas la possibilité encore, les niveaux de pouvoir relever le défi lorsque ça a été le cas avec son initiateur. Le cas IDPS et le cas Palou, ce n'est pas la même chose. Le cas Palou, quand Gizenga est mort, après Gizenga, c'est son fils qui est devenu chef du parti. Bien sûr, AI. Bien sûr, AI. À l'interne, il n'y avait pas assez de problèmes. Il n'y avait pas assez de problèmes sur le Palou. C'est exactement comme à l'UDPS, quand Tshisekedi est mort, c'est son fils qui est venu, il n'y avait pas de problème. Mais la difficulté du Palou, après la mort de l'initiateur, son fils le succède et lui aussi meurt. Alors quand il meurt, vous voyez, il y a des courants qui s'élèvent, il y a des courants qui naissent. Et ce qui fait qu'à côté aussi, vous savez, il y a des gens qui ne voulaient pas voir le Palou uni, qui travaillaient pour la division, pour la scission. Et ils en ont profité pour payer le prix. Donc voilà. Donc la situation du Palou, ce n'est pas tout à fait la même chose que... Malgré les conflits intra-organisationnels, malgré les gueugueurs et malgré toute autre chose, est-ce que la population qui notamment aime le Palou peut espérer aujourd'hui à quelque chose que le Palou peut ressortir à l'issue encore en phase des élections? Oui, mais vous savez, le parti politique, c'est son idéologie en fait. Le parti, quand c'est pas les acteurs, c'est l'idéologie. Quand l'idéologie reste, parce que ceux qui vont, qui s'adhèrent à un parti politique, ils ont quelque chose qu'ils suivent. Ils ne suivent pas des individus, mais ils suivent la ligne, l'idéologie de ces partis-là. Alors, le Palou est resté original jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut autrement dire que la population qui voulait voir Palou organisé, Palou monter, je pense qu'ils vont maintenir la même ferveur pour essayer de l'aider à réussir ou à gagner les élections. Nous pensons, nous espérons. Palou avant, cette ambiance est toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi vous appelez ça prouesse? Prouesse, mais notamment, il y avait une allure un peu beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Un peu l'échange, la proximité, la communication, l'électrification, tant de choses qu'on peut aujourd'hui parler du Palou. Oui, mais c'est comme je vous ai expliqué, vous savez l'initiateur. En fait, l'initiateur, c'est un peu comme le créateur de quelque chose. Quand il est là, l'ambiance est autre que lorsque ce sont des enfants qui viennent, parce qu'eux, ils doivent faire un effort pour arriver au niveau de l'initiateur, le père était, pour satisfaire à tout le monde. Cet exercice-là est très difficile. Regardez dans des familles, vous allez voir que ça se passe comme ça. Quand le papa n'est plus là, l'aîné, par exemple, qui succède au rôle que le papa jouait, souvent ça pose des problèmes d'intégration, ça pose des problèmes d'acceptation de ce qu'il veut venir avec comme philosophie. Mais quand ça va évoluer, ça va ancrer dans les têtes des autres enfants et les choses vont aller plus... Je laisse la parole à Ruth de continuer avec ces questions. Maître Anissimi Mifia, félicitations, vous tenez bon au sein du Palou, malgré les zones de turbulence que le parti a traversées. Nous sommes des pleins pieds dans les préparatifs des élections, quand bien même la campagne n'est pas encore décrétée. Un mot par rapport à vos camarades du parti? Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'abord souhaiter la bonne chance, parce que c'est une compétition, mais également demander à ce que nous puissions travailler durement, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez les élections en 2006, ce n'est pas la même chose avec aujourd'hui. La population a grandi sur le point de vue choix. Donc, il y a, en dehors du fait que le parti a une idéologie, a un message à donner, la personne qui va demander, solliciter les voix du peuple, le suffrage, sa personnalité aussi compte. Sa personnalité compte, ses capacités comptent aussi. Donc, il faut mélanger tous ces éléments-là pour réussir. C'est comme ça que nous demandons à tous ceux qui
se sont prononcés pour y aller ou qui ont accepté de participer, ils doivent mettre le bouchée double pour que demain ou après-demain, nous puissions obtenir les suffrages voulus. Voilà les conseils que nous pouvons donner. Vous avez fini, Eurite, avec des questions. Bien sûr, on va parler aussi sécurité, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les questions sont à Alain Goma qui va la poser plutôt face à notre invité. Merci beaucoup, Elvis Meti. Maître Anissé, bonsoir. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif de mon thème, je vais rebondir parce que j'attendais que Mme Eurite puisse poser certaines questions, mais je pense qu'elle n'a pas posé cela. C'est vrai que nous avançons lentement et sûrement. Je pense à ce jour, nous sommes à 79 ou 78 jours de la date des élections. Où pouvons-nous situer le Palou? Parce qu'à ce jour, il y a des gens qui se choisissent déjà leur camp parce que c'est pratiquement chaque jour que nous vivons des congrès en congrès pour porter la candidature soit du président d'un regroupement ou soit du président de la République. Où pouvons-nous situer le Palou original comme vous avez l'habitude de dire? Jusqu'ici sans congrès. Vous aimez beaucoup votre question là. Je savais que la question allait venir parce que lui, il aime trop cette question. En fait, je vous ai dit que l'ANB, qui est l'alliance ou la plateforme par laquelle nous sommes adhérés, soutient le chef de l'État. Mais si c'est pour le Palou, je vous avais répondu une fois que le Palou seul ne s'est pas encore prononcé. Dire comme Palou que nous allons comme ça. Non, non. Mais le fait de participer ou le fait d'être membre d'une plateforme qui soutient le chef de l'État, je pense que vous devez deviner déjà que la réponse elle est positive. On peut dire que vous y allez à contre-cœur parce que si vous-même vous ne vous êtes pas encore prononcé, mais il faut suivre la voie du regroupement. C'est comme quelqu'un qui mange, bon, il dit que je mange seulement parce que je fais, mais cette nourriture, je n'aime pas. Mais je ne sais pas s'il faut considérer les choses dans ce sens-là, parce qu'en fait, vous savez, nous ne sommes pas allés aux élections comme Palou, seul, pour prendre une position. Nous sommes allés comme Palou dans une plateforme ou dans un regroupement. Donc, ce qui prévaut, c'est la position du regroupement, ce n'est pas la position du Palou, comme structure politique. Donc, se prononcer ou pas se prononcer, je pense que ça ne vaut pas la peine, étant donné que la plateforme que nous sommes membres se prononce déjà. Donc, je pense que vous n'allez pas trop attendre du Palou, aussi longtemps que là où il participe, déjà on se prononce. Voilà. Vous ne pèse pas au sein du regroupement, hein, ça peut être... Mais je sais pas, est-ce que c'est une question de peser ou ne pas peser, parce que le regroupement que je venais de citer là, il y a plusieurs partis politiques. Je ne sais pas si la même question sera posée à tous les partis politiques qui sont au sein de ces regroupements là, mais moi je pense que la réponse est que le regroupement soutient tel, et donc vous suivez ça veut autrement dire que tous ceux qui y sont soutiennent. Voilà. En fait, restons toujours dans ces volets là des élections. Mais jusqu'à ce jour, la partie est de la République ne trouve pas toujours cette paix que nous tant cherché plus de 2 décennies. Certaines personnes parleraient d'une haute trahison si on allait aux élections sans ces Congolais. Est-ce que vous êtes d'avis de ces Congolais qui pensent de la sorte? Monsieur le journaliste, vous savez, haute trahison, c'est une infraction pénale, n'est-ce pas, qui a été prévue dans une loi et qui concerne une catégorie de personnes, notamment le chef de l'État. Alors, est-ce que le fait qu'une partie du pays ou une partie de la population ne participe pas aux élections, pas par la volonté de celui qui organise, mais par le fait d'une guerre, qui est un fait extérieur par rapport à ceux qui sont dans un système. Est-ce que ces faits-là pouvaient être assimilés à une haute trahison ou à une trahison? Je ne sais pas. Tout ce que nous savons est que nous ne devons pas, on n'allait pas accepter, on ne devait pas se réjouir le fait que nos frères qui sont à côté, qui sont
sous cette souffrance-là, ne puissent pas aller avec nous aux élections. Mais dommage, on est en face d'une guerre d'agression, nous sommes en face d'une rébellion qui, à moins qu'il y ait des arguments contraires que nous, on n'a pas voulu, que le pouvoir n'a pas voulu. Donc, je pense que... Mais du côté... Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il y a un impératif de temps. Il y a un impératif de la gestion qui veut qu'à telle période, on doit faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? On allait arrêter d'organiser les élections et attendre la fin de la guerre. Mais cet impératif-là, comment on va le faire? Parce que c'est aussi une exigence constitutionnelle. Moi, je pense vraiment qu'on ne doit pas prêter les intentions sur les têtes des gens, parce que la guerre, ce n'est pas le fait du pouvoir, mais c'est le fait de l'extérieur. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir ceux qui ne vont pas participer parce qu'ils sont nos frères, c'est une population comme nous. On doit continuer à les soutenir, mais aussi on doit, de l'autre côté, travailler pour que le pays puisse évoluer. Sinon, on risque de s'arrêter et on regarde seulement la guerre, alors qu'il y a des impératifs qui nécessitent des interventions pour que le pays avance. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas haute trahison. Oui, vous dites vous pensez qu'il n'y a pas haute trahison. C'est vrai qu'on va aller aux élections, parce que nous sommes à quelques jours sans cette partie Est. À ce jour, plusieurs personnes proches du régime se disent qu'ils ont hérité de cette guerre. Alors, nous allons aux élections. Si nous sommes en train de réfléchir à haute voix que c'est un autre président de la République qui prenait la place, donc ça sera d'autres collaborateurs du président de la République qui auraient cette place-là. À la même occasion, si on leur posait la question, ils nous diront seulement que nous avons hérité de cette guerre-là. Alors, s'il faudra prendre des décisions ou mettre des mécanismes en place qui feront que cette guerre puisse terminer, parce que la diplomatie agissante, nous avons vu qu'elle n'a pas mis fin à la guerre. Nous sommes allés au front, les ennemis de la République ont cherché à s'immixer à la population, les FRDC ont arrêté parce qu'ils ne pouvaient pas tirer sur des Congolais. S'il faut mettre des mécanismes en place, quelle serait la stratégie à prendre pour terminer cette guerre à l'Est? Il faut dire que je ne suis pas expert en guerre ou expert en matière de sécurité. En matière de sécurité. Mais moi je pense que le gouvernement a une part de responsabilité, une grande part de responsabilité de travailler pour que les stratégies que nous adoptons puissent aller dans le sens de terminer la guerre. Nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères, il est vice-premier ministre, quand il a donné l'ultimatum. Donc nous savons le mode opératoire de ces rebelles-là, du M23. Ils ont tendance à considérer la population comme bouclier pour qu'à chaque fois qu'il y ait des attaques ou qu'il y ait des répliques, que la population se retrouve comme victime de ces attaques-là. Alors là, pour qu'on accuse le pouvoir en place, dire qu'ils ont tiré sur la population. Ça, c'est effectivement, c'est un fait. Alors moi, je pense qu'au lieu de donner des ultimatums, ça c'est mon avis personnel, on allait peut-être, parce que la guerre se fait aussi de faire des surprises en fait. Donc on devait attaquer pour surprendre. Mais là, on a commencé par donner des ultimatums, faire des ultimatums, et malheureusement, l'ennemi a pris position pour faire une contre-stratégie. C'est ce qui n'a pas marché. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est travailler sur l'appareil sécuritaire du pays, travailler durement sur l'appareil sécuritaire du pays, doter l'appareil sécuritaire de matériel qui permettent à ces derniers à faire face à des agressions comme celle-là. Et c'est ce qui va permettre que nous évitons tout ce qui se dit, on a hérité, on a hérité. On peut hériter une difficulté, mais on travaille pour terminer, parce qu'on ne peut pas hériter et laisser ça pour que ceux qui viendront après puissent dire la même chose. Non, non. C'est quand même notre pays, on doit travailler pour que ça puisse aller de l'avant. Donc les stratégies, on doit les adopter en travaillant durement sur les réformes qu'on doit mener dans l'appareil sécuritaire, les doter des moyens pour faire face à des agressions. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous avez une armée si elle est totalement infiltrée. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une armée si vous n'êtes pas à mesure, vous n'avez pas de matériel qui vous permettent de faire face à des problèmes. Donc, nous pensons que ce sont l'ensemble de ces éléments-là qui font à ce que le pays puisse
puisse être craint par ses voisins ou par les autres. Voilà en fait. Moi, j'aimerais m'apaisantir plutôt sur ce que vous venez de dire tantôt, travailler dur. J'aimerais que vous puissiez un tout petit peu nous dire aussi, de manière claire, est-ce qu'on doit travailler dur de la façon de pouvoir réajuster la mise en place de notre armée, doter à notre armée la logistique qu'il faut, ou encore essayer un tout petit peu de jouer l'offensive par rapport aux stratégies de M23? Oui, les deux que vous venez de citer, moi je pense que la stratégie doit partir de là. Parce qu'en fait, le M23, vous avez suivi une fois, je sais que c'était péjoratif, mais c'est ce qu'il a fait, le secrétaire général de Nations Unies, quand il a dit que les M23 ont des matériels sophistiqués plus que la MONUSCO. Oui. Vous avez entendu. Donc, alors, si la MONUSCO n'a pas de matériel sophistiqué, donc la RDC non plus, n'en a pas parce qu'il n'arrive pas à faire face à la MONUSCO. Ça veut autrement dire qu'on doit travailler pour doter le pays de matériel suffisant pour faire face à de telles pressions. De deux, les personnels, ceux qui vont aller, les éléments de l'armée, doivent être bien formés, s'ils sont bien équipés. Et nous avons tout le matériel possible pour détecter, par exemple, les drones. Vous savez, quelqu'un m'a fait rire une fois que à chaque fois que l'armée avait besoin de détecter les mouvements, de surveiller les mouvements de l'ennemi, ils allaient à la MONUSCO pour prendre les drones, demander les renseignements à la MONUSCO. Imaginez-vous que cette information soit vraie. Un État ne peut pas vivre comme ça, parce que la MONUSCO est venue pas pour faire la guerre, sinon elle aurait déjà fait la guerre depuis 20 ans. Mais elle est venue, je ne sais pas, peut-être pour observer. Alors, quand vous allez demander des éléments importants comme ça, stratégiques comme ça, vous n'en avez pas. Il peut vous donner des éléments erronés. Comment vous allez faire la guerre? Donc, vous devez avoir vous-même le matériel qui vous permet de bien travailler. C'est ce que nous avons demandé. Nous pensons que la vraie stratégie, c'est avoir le matériel et avoir des éléments bien formés et qui ont le souci de sécuriser notre population. Et c'est ce qui va aider à faire face à tous ces problèmes. Merci beaucoup pour cette clarité, mais j'aimerais aussi poser une petite question. Je pense que c'est la dernière avant que Alain Ngoma puisse récupérer la parole. On a parlé ici des élections, mais en citoyen averti, pensez-vous que c'est le domaine de la sécurité, et notamment donner la chance au chef de l'État d'avoir plus de voix, non seulement à l'Est de la République démocratique du Congo, mais dans la situation générale concernant la chance d'être élu président de la République? Vous êtes de l'Union sacrée. Moi, je pense que oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on doit faire techniquement une analyse par rapport à la situation actuelle, la diplomatie agissante n'a pas par rapport à la situation actuelle. Oui, la diplomatie agissante, ça dépend. Chacun a, les voyages n'ont pas chacun a fait l'analyse, oriente son analyse selon le fait qu'il a en face de lui. Mais moi, je pense que ça a donné quelque chose parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, il y a 2 ans, il y a 3 ans, les noms Rwanda ne venaient pas dans la bouche de plusieurs personnalités internationales. Je prends l'exemple des États-Unis. Vous savez, on venait de sanctionner le Rwanda. Il y a le partenariat qui existe entre le Rwanda et les États-Unis est actuellement suspendu à cause de cette histoire. Parce qu'en fait, la diplomatie n'attendait pas que la diplomatie va larguer les bombes. Non, non, la diplomatie va ramener les gens à prendre conscience du danger d'un problème donné. Donc, maintenant, nous pouvons, avec l'exemple que je venais de donner, nous pouvons déjà dire que c'est en train de produire des effets, même si ce qui est produit comme effet n'est pas ce que nous, on attendait. Ça n'a pas produit des effets, mais 5 ans nous tendons, c'est la fin du mandat du chef de l'État pour le premier quinquennat. Oui. Est-ce qu'on peut se dire clair et regarder la population face que le chef de l'État a réussi son mandat sur le plan sécuritaire? Ça dépend d'une personne à une autre. Merci beaucoup. Allez, on va continuer avec les questions. Maître Anissé, nous sommes en train de voir que la partie est de la République démocratique du Congo est apparemment à la merci de tous ces pays frontaliers avec qui nous partageons les frontières. Récemment ici, l'Ouganda a déplacé ses bornes jusqu'à arriver au niveau
de ravir des plantations de ces paysans congolais qui vivent dans cette partie. Est-ce seulement une faiblesse de l'État ou un silence complice? En fait, le silence n'est pas complice. Nous pouvons peut-être aller dans le sens de la faiblesse de l'État. Je vous avais dit tantôt qu'il était nécessaire que pendant ce temps, qu'on réfléchisse sur des réformes à mettre en place pour cette armée. Parce que vous savez, la force, pour que le territoire soit sécurisé, il faut qu'il y ait une force. À l'époque, à l'époque de Mobutu, vous avez vu qu'il n'y a pas un seul pays qui osait poser des actes comme ça, parce que nous avions une armée qui pouvait faire face à de tels problèmes. Alors, mais aujourd'hui, vous voyez, avec ces territoires occupés, alors comme il est occupé, notre armée ne peut pas aller sécuriser une zone qui est occupée. C'est comme ça que l'Ouganda profite de cette situation pour poser des actes comme ça que nous regrettons. Nous regrettons. C'est comme si ils viennent faire la guerre pour gagner des territoires comme ça. Mais moi, je pense que demain ou après-demain, ils seront délogés et ils vont rentrer, les choses vont redevenir à la normale, je pense. Mais à quoi aurait servi la force régionale si jusqu'à ce jour, nous devons continuer à perdre certains de nos terres parce que les voisins sont un peu, je dirais, un peu gourmands cherchant à avoir des terres en République démocratique du Congo? On constate effectivement qu'il y a une duplicité de la part de nos voisins que nous avons passé. Parce qu'en fait, vous savez, ils sont venus parce qu'il y avait des accords. Les accords, on ne les signait pas pour les aider à occuper les terres. On signait les accords pour aider à respecter les cessez-le-feu. Parce qu'en fait, il était question qu'on puisse cesser le feu et permettre les M23 de se cantonner quelque part afin de les désarmer pour voir comment ceux qui sont des civils puissent continuer avec leur vie civile et ceux qui sont dans l'armée ou qui ont des armes, les militaires, qu'on puisse voir comment les intégrer ou les réintégrer ou les répatrier s'ils sont des étrangers. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés sur terrain, c'est comme s'ils ont servi de béquilles à l'ennemi. Alors, quitte au gouvernement, sur place d'évaluer cet accord-là, de voir si cet accord ne produit pas des effets et prendre des mesures pour chercher comment sortir de l'accord qui ne produit pas des effets. Parce que c'est un contrat. Quand le contrat, l'autre partie n'exécute pas ses obligations, je pense que... Qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que on se plaint. Est-ce qu'il faut quitter, revoir ces accords ou qu'est-ce qu'il faudra réellement faire? Moi, je disais que pour moi, si ça dépend de moi, il faut qu'on quitte. On doit quitter parce que nous avons constaté, on a remarqué la mauvaise foi. Je suivais un général, je ne sais pas, il est ougandais. Quand ils sont arrivés, il a dit, ils ne sont pas venus combattre les M23. Alors que la population, nous, la population, on attendait qu'une force comme ça, quand ça vient, c'est pour agir, pour que la guerre se termine. Mais ils viennent seulement pour observer, alors qu'il y a une mission qui est l'ONU, qui est déjà là pour observer. Alors, on doit avoir combien de missions, combien de troupes de pays étrangers ou des organisations qui viennent juste pour observer. Alors, pour nous, on considère que ces contrats-là, comme de l'autre côté, on n'exécute pas ce qu'on voulait qu'on puisse exécuter. Il y a lieu d'étudier les mécanismes de sortie de cet accord, un accord qui ne produit aucun effet. Je pense qu'il est normal qu'on puisse étudier pour sortir. Voilà. On va prendre cet élément de la distribution des kits scolaires dans la commune de Kinsenso et puis on se retrouve tout juste après. Molobeli ya bana Kinsenso maître Anise Mifia oyo azalaka na susi ya Kinsenso alingaka Kinsenso etelema pe bana Kinsenso mituna bango esala kitoko loko la rentrée scolaire esalemaki avandaki kimiate akitaki na bekol mibale mobimba ya commune ya Kinsenso pona kokabola ba fourniture scolaire na bana oyo bazongaki classe binoboko botala ndenge sengo ezalaki abandaki nanu na EPSBeko akiti bana bayambaki yo kitoko elongo na baenseignant ampesi bango bakado oyo amemelaki bango ya ba fourniture scolaire bana basepelaki makasi elongo na bakadre na bango asukaki wana te inde na epe emeko Kinsenso.
kuna pe akendaki kokabola ba fourniture scolaire kaka ndenge asalaki na EPCBeko. En tout cas ezalaki esengo makasi po ba parents pe misusu bazalaki na makoki ya kosombela bana na bango ba fourniture scolaire te. Maître Anissé Mifia asukaki wana te, akitaki inde na centre de formation na ye oya ONG DDK epai wapi bazalaka en partenariat na RAF Global, akendaki ko remettre ba brevet ya bana oyo basalaki formation esthétique ba oyo basilisaki, c'est-à-dire ba finaliste. Cérémonie ya ba brevet et salemaki kitoko kaka ndenge bozali komona, botala ndenge esengo ezalaki epai ya ba oyo basilisaki formation grâce ya ONG DDK bakomi utile na société. DDK, Dynamique pour le développement de Kisenso, na groupe Otobengi RAF Global, to sanganaki, to sali partenariat pour to former bana ya Kisenso, ba jeune dame, ba jeune fille, na ba jeune garçon, oyebi lelo, kuluna ezali mingi lelo, ba jeune fille mususu bazo koka kozwa misala te, bazo kende pe école te. Ensemble na ba partenaire na biso to organiser ba formation surtout na esthétique pour que bana ba yekola bazala capable ya kosala batu basuki et pe bazala utile na kata société. En tout cas oyo esali eloko boende ezalaka tango zali na makoki kolia yo moko te, eloba nango Maître Billy Malouwa, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Oyo Maître Anissé Mifia sali esali eloko Ruth Dinonzei, vous avez prévu quelques questions concernant la formation politique de Maître Anissé Mifia. Vous avez la parole. Merci beaucoup Elvis Meti. Maître Anissé Mifia, vous êtes coordonnateur de la dynamique pour le développement de la commune de Kisenso, une ASBEL qui a élu domicile dans une commune de la banlieue de Kinshasa. Quels sont les objectifs de cette ASBEL? Merci beaucoup. La dynamique pour le développement de Kisenso, c'est une ASBEL, comme vous venez de dire. J'ai aimé la prononciation Kisenso. C'est pas Kinsenso, c'est Kisenso. Kisenso, c'est l'une des communes, des communes de Parfois, nous avons du la ville-province de Kinshasa. On a l'habitude de prononcer comme ça. C'est une commune qui connaît beaucoup de problèmes. En dehors de notre aspect de politicien, notre facette de politicien, nous vivons avec une population qui est en difficulté. Il y a des problèmes de l'enclavement parce que la commune est désenclavée et enclavée, donc on doit désenclaver. La commune n'a pas l'eau, la commune n'a pas l'électricité. La commune a beaucoup de problèmes, surtout le problème sécuritaire avec le phénomène qu'on appelle aujourd'hui phénomène Skuluna. Donc la commune a beaucoup de problèmes. Alors, nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est comme ça qu'on a pensé qu'il fallait intervenir tant soit peu pour résoudre certains problèmes qui sont à la limite que nous pouvons trouver des solutions. C'est dans ce cadre-là que l'association La Dynamique pour le développement de Kisenso a été créée. C'est une association qui lutte pour le désenclavement de la commune de Kisenso. Il mène des actions de sensibilisation, il mène des actions de soutien à la population. Comme vous avez vu, on était dans une école pour remettre les kits scolaires aux enfants qui n'en ont pas. Et nous travaillons aussi dans le cadre de la formation. On forme nos enfants parce que vous savez, là-bas, il y en a qui ne vont pas à l'école faute de moyens. Alors nous les recrutons et nous les formons pour qu'ils deviennent utiles dans la société. Donc nous travaillons dans la sensibilisation pour amener la population, la lever dans une phase et les amener dans une autre phase de réflexion parce qu'il y a beaucoup de mots à retenir dans ce coin-là. Donc voilà en fait, en gros, ce que nous faisons. Tout à fait, vous avez évoqué parmi vos objectifs le désenclavement de la commune de Kisenso. Prenons le cas des quartiers Mujinga et 17 mai où il y a des érosions terribles. Ne pensez-vous pas que c'est aussi un problème des constructions anarchiques? Il y a la route qui a été, les travaux de la route qui a été amorcés puis abandonnés, mais il y a des érosions terribles dans cette partie de la commune de Kisenso.
Oui, effectivement. Nous pouvons dire, mais la cause principale, ce ne sont pas des constructions anarchiques. En fait, cette commune, si vous le permettez, historiquement parlant, c'est une commune qui était créée, la population occupe l'espace et l'État suit. En principe, dans ces conditions-là, l'urbanisation pose problème. Parce que quand l'État vient ailleurs, quand la population occupe un endroit, l'État suit, il urbanise le milieu. Malheureusement pour la commune de Kisenso, il n'y a pas eu, on n'a pas urbanisé, ce qui fait que la population, chacun construit la maison selon ses normes propres à lui. Alors la qualité du sol n'a pas permis, avec le passage des eaux de la pluie, n'a pas permis que, avec cette qualité-là, les maisons soient sécurisées. Donc c'est comme ça que ça a créé beaucoup d'érosion. Alors il y avait des projets, il y a eu beaucoup de projets de privés avec la coopération technique belge, on faisait la lutte anti-érosive, mais ça n'a pas marché parce que ces projets-là, ce sont des projets à durée déterminée. Ils peuvent faire ça dans 5 ans, alors après 5 ans, on abandonne. Alors là, les sacs qu'on mettait pour faire la lutte anti-érosive, 5 ans après, ça commence à se détériorer. C'est comme ça que la pluie continue à faire rage. Donc pour que ça puisse bien marcher, il faut des projets, de gros moyens. L'État doit mettre en place de gros moyens, faire la route, mais faire aussi des voies d'évacuation d'eau pour permettre à ce que canaliser toutes les eaux qui viennent, que ce soit sur les toitures ou les eaux qui stagnent au niveau de la rue, tout ça. Donc, c'est en principe l'État qui doit mettre en place des gros moyens. C'est comme ça que nous, au niveau de la dynamique pour le développement des Kisenso, on fait des plaidoyers, on fait des émissions, on parle, on voit les autorités pour leur demander d'exécuter leurs projets là, parce que les projets existent. Par exemple, de cette route-là, si on fait cette route-là, on va résoudre beaucoup de problèmes parce que l'eau qui stagne au niveau du plateau sera canalisée jusqu'à la rivière Njili, d'une part, ou à la rivière qu'on appelle communément Kalamu, de l'autre côté de l'Embassalongo. Donc, c'est ces travaux-là qui peuvent aider pour que la commune puisse trouver la paix. Mais si on laisse ça comme ça, la population va continuer à souffrir parce que les érosions se créent à chaque pluie, à chaque passage de la pluie, il y a une érosion qui se crée. Voilà. Maître Anissé Mifia, vous êtes un acteur social et vous êtes sans ignorer que la commune de Kisenso fait face à une insécurité due aux délinquants communément appelés Kuluna. Qu'est-ce que votre structure fait de concret pour que cette criminalité puisse être réduite? Comme je disais là tantôt, dans une commune aussi vaste comme une commune vaste avec 17 quartiers, aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour diviser encore d'autres quartiers parce que ils sont immenses. Une commune comme celle-là, le phénomène Kuluna, c'est un phénomène social. Il n'est pas seulement à Kisenso, il est partout à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. Donc, l'intervention pour lutter contre ces Kuluna c'est à tous les niveaux. D'abord, au niveau national, il faut des politiques d'encadrement de la jeunesse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre jeunesse est abandonnée. Donc, il n'y a pas de politique pour encadrer cette jeunesse-là. Alors, deuxièmement, au niveau provincial, il faut mener des actions parce que quand on trouve la solution à Kisenso, il y a risque que l'EMBA puisse influencer encore. Parce qu'à l'EMBA, si on n'a pas trouvé des solutions, ça risque d'influencer. C'est pourquoi une solution doit être une solution globale pour permettre à ce que tous les Kuluna soient maîtrisés partout où ils sont. Alors, la maîtrise de ces Kuluna doit prendre 2 dimensions. La dimension répressive, parce que c'est lui qui a déjà, dont la proportion est déjà, la dimension est déjà élevée, on doit l'arrêter parce qu'il a commis beaucoup d'actes infractionnels, on doit l'arrêter. Mais ceux qui commencent, qui sont dans la phase d'entrée, on peut les récupérer pour les amener dans des centres de formation pour permettre à ce qu'ils puissent être utiles dans la société. Alors nous, la dynamique pour le développement des Kisenso, tout ce que nous faisons, c'est organiser des plaidoyers, organiser des rencontres avec ces jeunes, mais également récupérer ceux qui sont récupérables pour les amener dans des centres de formation. Nous-mêmes, nous avons un centre de formation. Je pense qu'un jour, nous ferez le plaisir d'y arriver. On a un centre de formation. On forme les enfants en électricité, les jeunes filles en esthétique. Je sais que les jeunes garçons aussi, je les ai vus.
Donc on est en train de former comme ça pour permettre à ce que nous puissions prendre ces enfants que nous considérons aujourd'hui qui sont en conflit avec la société, qu'on puisse les récupérer. Mais il y en a qu'on ne peut pas récupérer. Ça, c'est le travail de l'État. Et la dimension, le niveau du travail que nous faisons, c'est juste une goutte d'eau à l'océan avec la dimension et la proportion du problème. Je pense que c'est l'État qui doit mettre des moyens, parce que ça demande de gros moyens, pour créer des centres de formation, créer des centres culturels pour permettre à ce que les enfants qui n'ont pas grand-chose à faire, ils peuvent aller jouer au football. Peut-être qu'il a manqué l'argent pour aller à l'école, il peut jouer au football. Il n'a pas du travail, il peut aller apprendre la coupe-couture par exemple, et demain ou après-demain, il devient très utile dans la société. Nous pensons effectivement que c'est l'État qui a vraiment le monopole, qui a la grande responsabilité pour résoudre ces problèmes. Et vous avez notamment divisé les dimensions, vous avez donné à l'État la dimension répressive, mais notamment une partie vous revient en tant que centre de formation. Vous pouvez nous dire, vous avez cette responsabilité dans la dimension préventive ou éducative, vous en tant que philanthrope et acteur social? Préventive, parce que, effectivement, préventive, c'est bon, parce que il y en a que nous recevons qui ne sont pas dans le groupe, dans ces groupes-là. Hein. Il y a des enfants. Alors, pour ceux-là, c'est la dimension préventive, parce qu'on prévient pour que demain ou après-demain, s'ils se retrouvent, qu'ils basculent facilement, parce que s'il n'a rien à faire. Alors, mais pour les autres, moi, je pense qu'on participe, nous participons à la solution d'un problème social, qui est le phénomène Koulouna. Le phénomène Koulouna, c'est un problème social. C'est un phénomène social qui est né à la suite d'un abandon total, soit des parents, soit de l'État qui devait mettre en place des structures, des mécanismes pour permettre à ce que chacun ait sa chance pour passer, soit étudier, soit apprendre pour devenir ce qu'il veut devenir. Dans cette démarche aussi difficile, on ne peut pas croire que Maître Alain Mifia, pardon, Anissé Mifia, fait toute chose avec ses moyens propres. Vous allez quand même nous dévoiler qui est derrière vous. Est-ce que l'État vous accompagne aussi? Non, non. Jusque-là, derrière nous, il n'y a personne. Je ne sais pas demain. Peut-être qu'il y a des partenaires qui, en nous voyant, parce que nous faisons beaucoup d'émissions sur le phénomène Koulouna et trouver des moyens pour leur encadrement. Peut-être que demain ou après-demain, on trouvera des partenaires, mais jusque-là, nous n'avons pas encore de partenaires. On essaie de nous battre avec les moyens des bords. Merci beaucoup, espérons-le. Et Alain Goma aussi a quelques petites questions. Je pense que c'est deux. Hein? Deux questions, mais je voulais que ça soit en Lingala. Vraiment. Lingala, oui. Monsieur Anissé, au lobby, dynamique comme on a dynamique pour le développement de Kisenso. Vous prévoyez qu'en marche, mon copain, pour talisa, pas si na motema, yanzela ou ezaïl mabe. Mais curieusement, marche ou ane salamahate. L'ikanisio ezaya malam, mais pour na nini ba peki salabino ko salamarche. Non, il faut préciser que to sala va marche, to sala effectivement va marche. En fait, j'étais bloqué. Je vous informe que la police est qu'est-ce qu'on dit, est barricada, donc est entouré, qui encerclé, qui pour que je ne puisse pas sortir, que je ne sorte pas pour ne pas organiser conduire marche. Donc, bon, vous savez, le service à sécurité Nabiso, Balobaki, comme le gouverneur n'a pas réagi, il n'avait pas répondu parce que quand on a écrit, le gouverneur fallait à quelque chose. Comme le gouverneur a le qui est le côté, Bisso to Bisso, ah bah voilà, Bisso pour la Bisso to considérer qu'il y a comme qui ne dit mot consent et pas la Bisso to mona que c'est que à péquicité donc en dimi. Alors tant que comme na Boutou, il y a les jours, il y a marche, hein, tu es comme on a la lingana bimana tongo boy na 5 heures, ndako ezala qui entouré na ba élément à la police pour que na bimate. On m'a dit clairement que ko bimate so bimi to kangayo. Donc yo ko bimate. Alors biso toza bato amibeko, to respecte amibeko, ba service à sécurité ba lobi ko bimate. Tant yo bimi et au sali obstruction na au service et lobby. Donc nous ne savons pas justifier pour nani ba pekisi alors que ezalaki pour intérêt à la population. Donc biso tolingato bimate parce que toza ki to côté. Tolingato bimate parce que toza ki nzala. Te. Tolingato bimate parce que nzela ezala l'état mutasalaka. Tangu atiki nzela bonga atimole atiki. Et que
nenga tiki wana pour ce fait là mbula tango ezobeta ezozwa mabele wana ezokunda bandako ya bato ezofongola ba érosion. Alors bino bozotala yango non botala kaka boyete faut boyebisa l'état que place oyo misala oyo tika ki koto yo ezobebisa bandako ya bato bazokufa, il y a eu mort d'homme. Alors c'est comme ça que biso toloba ki le seul moyen oyo tokoki ko faire entendre ma kanisina biso revendication na biso eza ko organiser marche. Mais de l'autre côté en face de nous les pouvoirs qui étaient en place et linga quitté to sala bongo yango ba bloquer biso. Batumsu balobi bitumbeleki makasi kuna yango ba boyaki mettre en lycée na asbel na ebatambola po ba ochape bato belé panzili kulu. Bitumba ya bazali ko bundisa mettre en lycée faut ko limbola. Non, bitumba ezali na kisenso, c'est-à-dire bazali ko wela. To bazali ko ndongwa na kozwa leadership. OK. Yango o ba komo balobaka ba kotaki en soki pour marche wana et salamate. Na yebite soki to orienter makanisina ndenge wana na ndenga na yebi dans chaque société effectivement ba guerre ezalaka ba guerre oezaya mutuna mutalinga a mona na ke yende mutazo sala concurrence loyale. Oui bon ezalaka donc biso to moni yango sikate mais moi je pense effectivement que na oyo wana ezalaki bourgmestre à Bangaki comme il n'a rien reçu comme ordre soit ya koboya soit ya kondima on a peut-être que ceux qui tango tozo marché et que la police a eu une compréhension de la mine entre la population et la police parfois est dégénéraka. Alors peut-être qu'abano banga que ceux qui est indi yende ba retourna mais okoki ko empêcher ngote ponani. C'est comme ça que yé aboya ki to bima. Mais la guerre d'esprit, la guerre de les kowele la kozala koleka baninga babilo ko wana zalaka na ba société nyonso to mona kango biso to considérer ngo que ça grave. Matono mingi to komi ko kende na penza na suka émission. D'ailleurs je vais prendre to na kozwama moke maloba ya lengo mapona kolobela ba imboka obatala ka pe mesana kolanda face à la rédaction que tozali bongo koluka lolenge nto yiko faire comprendre to komema epai na bino ndimbola ya malamu otozali ko sala bo comprendre que émission bala mingi koleka na le côté ya français puis dans le quota et à l'IFALAC. C'est par cette note, nombreux téléspectateurs, que nous devons essentiellement vous dire au revoir, mais nous allons d'abord avoir les impressions de Maître Anissé Mifia pour l'émission. Pour l'émission, merci beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant. Et parfois, nous, on aime être en face des grands journalistes comme ça. Ça nous fait plaisir et nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. On trouvera des mécanismes pour en faire beaucoup. Mais vous aussi, on vous encourage de continuer à faire votre travail parce que c'est grâce à vous que nous avons la possibilité de communiquer avec la base. Nous vous félicitons franchement pour la qualité de questions. Parfois, ça nous embête, mais on essaye de répondre. On essaye de répondre. Merci beaucoup vraiment de cette réception et nous avons vraiment aimé. Merci beaucoup. Et pensons que demain ou après-demain, on va continuer. C'était l'ambiance de l'émission. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, les prochains c'est vous. Face à la rédaction est complètement terminé. Merci beaucoup. Bonne soirée.